Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode SIVA, toujours avec Dame Lee Pasco. Salut Lee. Salut Punk. On va dans un premier temps vous parler de la convention d'hypnose moderne qui a eu lieu vendredi, samedi, dimanche dernier. Là, nous, aujourd'hui, on est jeudi 25 avril. Lee y était, nous a fait 2 conférences. De mémoire, elle a fait hypnose et lecture rapide et je crois hypnose et mouvements oculaires bilatéraux, c'est ça? Tout à fait. Et justement, je suis toujours énergisée et éblouie par cette convention. C'était vraiment extra. Bravo à toi et Brice Lemaire d'avoir tout organisé. C'était encore mieux que l'année dernière. Ouais. Et ça, c'est déjà quelque chose. Tu me disais que ça te rappelait un petit peu les premières années de la NGH quand tu y allais, avec l'énergie qu'il y avait, avec les gens qu'il y avait, etc. Justement, parce que ça fait plus que 20 ans que j'ai assisté aux conventions de la Guilde. Et pour moi, il n'y avait rien de pareil dans le monde entier à l'époque, bien sûr. Parce que ce que j'aimais, c'était qu'il y a des gens qui venaient de tous les niveaux, quoi. D'un côté, tu avais des professionnels hypnose, les psychologues, les médecins, etc. Tu avais d'autres professionnels qui n'étaient pas du tout dans l'hypnose, mais c'était un hobby, comme des avocats et des financiers. Et puis, tu avais à l'autre côté les gens un peu wou-wou, si tu veux, avec les cristaux et les parfums, encens et tout ça. Mais ce que j'aimais, c'était que tout le monde a accepté les autres. Personne n'était un peu snob. Moi, je suis beaucoup plus expert en hypnose que toi, ou ma méthode est mieux que le tien. Et c'est exactement ça que je trouve aujourd'hui dans la convention à Nice. C'est vraiment ouvert à tous les niveaux, tout le monde est prêt à partager, etc. Et c'est vrai que récemment, pour moi, dans la guilde, tous les gens que moi je connaissais depuis longtemps, ou ils ne viennent plus, ou ils sont décédés, ils ont pris la retraite, etc. Et chaque fois que j'offre quelque chose de nouveau, on revient toujours sur exactement la même chose que j'ai enchaîné depuis 12 ans, quoi. Donc, je trouve que ça commence à stagner un peu, pendant que là, en France, j'ai l'impression qu'on est au début d'un grand cycle de croissance. Et je trouve ça très excitant et j'aime beaucoup. C'est intéressant tes feedbacks parce que j'en parlais avec Brice et c'est quelque chose que Brice a aussi remarqué. C'est lui, il va à l'IMDHA, donc qui est une autre fédération entre guillemets d'hypnose. Et pareil, ils ont tous les ans une convention qui a lieu en mai. D'ailleurs, on avait hésité à y aller à ce mois de mai-là, mais on ira, je pense, l'année prochaine. C'est à Orlando. Mais il m'avait dit l'année dernière, ils étaient, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, ils étaient 80. Où il me dit, on n'était quasiment pas. Les gens maintenant se déplacent de moins en moins pour ce type de convention. Et ça, c'est un point qui est assez important. On en parlait avec Brice et ce qu'on a beaucoup aimé, c'est que vous, en tant que instructeur, personne qui avait de la connaissance, vous n'avez pas fait de pub pour de la pub. Parce qu'aux US, le problème qu'il y a, c'est que c'est des espèces d'ateliers de présentation de 45 minutes et tu as l'impression que pendant 40 minutes, ils nous parlent de leurs super cours qu'ils peuvent nous vendre et ils font 5 minutes pour telle ou telle chose. Et ça, c'est quelque chose qui parfois est un peu embêtant. Alors, je trouve que là, toutes les personnes qui sont intervenues ont vraiment partagé à 100% des exercices, de la connaissance, etc. Je ne les entendais pas. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils fassent 10 minutes de marketing à dire voilà, j'ai telle formation et tout, je m'en fiche. Mais sur 1h30, moi, je passais dans plein de salles et je voyais que tout le monde était vraiment dans le partage, l'aide, l'entraide, etc. Et ça, c'est vraiment, je trouve que ce qui ressort le plus, c'est l'investissement que vous avez donné, que tu as donné, que les autres ont donné aussi, pendant bien sûr, les ateliers que vous faisiez. Mais ce que je trouve génial aussi, et bon, ça existe aussi aux US, c'est que vous, en tant qu'intervenant, vous deveniez participant avec les autres. C'est-à-dire que vous alliez voir les autres workshops, les autres ateliers, les autres façons de voir. Justement, comme tu disais, et ça, c'est un des je trouve très important, il y a
le côté de il y a les sachants et ceux qui ne savent pas, je trouve que ça a très peu de sens. Bien sûr qu'il y a toujours des gens qui connaissent un peu plus, etc. Mais on ne sait pas les compétences des autres. Tu peux très bien tomber sur quelqu'un. Toi, il y avait Julie Free, par exemple, qui était là et qui a beaucoup parlé des traumas. Bah, tu peux dire, toi, en hypnose, je fais hypnose et trauma. Oui, mais là, tu as une traumatologue. En tout cas, tu as quelqu'un qui est spécialisé dans les traumas. Donc, elle va t'expliquer des choses que toi, tu ne connais même pas parce que tu ne l'as jamais vu dans ton cursus hypnotique. Justement, j'étais fascinée par tout ce qu'il disait sur le trauma. Ah oui, ouais, je n'ai pas trouvé ça nulle part ailleurs parce que ou c'est juste pour les spécialistes ou justement on mentionne trop rapidement dans les cours d'hypnose. Mais ouais, ça, c'est un très bon exemple de type de personne qu'on a. Oui. Ouais, et alors, cette année, on avait vraiment cette spécificité de construire des ponts, c'était le thème. Donc, comme tu dis, on a beaucoup ouvert, sachant qu'à la base, nous, l'hypnose moderne, on veut quelque chose qui se rapproche de l'hypnose, alors que moi, maintenant, j'appelle complémentaire au médical, tu vois, qui ramène vers un côté plus scientifique. Néanmoins, on s'était dit avec Brice, ce qui est bien, c'est de pouvoir montrer une amplitude dans ce qui est étudié. Or, on sait par exemple que les trans chamaniques, c'est des trans qui sont étudiées scientifiquement parlant. Après, on y adhère pas, ça c'est autre chose. Hein. Mais on commence à avoir vraiment des éléments intéressants pour savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça crée, quelle est la différence entre une trans chamanique et une trans hypnotique, etc., etc. Et en ça, on a voulu ouvrir complètement. C'est pour ça qu'on avait autant de l'hypnose médicale, genre hypnose gestion de la douleur, que Nancy Midol qui avait proposé sa vision sur tout ce qui était le chamanisme, que de l'hypnose spirituelle et ainsi de suite, que des outils plus pratiques comme toi tu as pu le proposer avec les mouvements oculaires bilatéraux, des personnes ont proposé un peu l'équivalent avec de l'EMDR, etc., etc. Et ça, c'était ce qui était intéressant, c'est ramener ce qui est aujourd'hui plutôt acquis dans le milieu de l'hypnose et accepté dans le milieu hypnose et complémentaire, et des choses qui peut-être sont moins notre manière de fonctionner, moins nos manières de pratiquer. Néanmoins, je ne sais pas si tu as suivi, c'était sur les placebos. Tu as suivi la conférence? Oui, absolument. Je trouve Alice est extraordinaire. Alors, pas simplement, elle est ouverte à exprimer tout ça, mais elle est quand même quelqu'un, elle est vraiment responsable de recherche au CRNS. CRNS, ouais. Avec tout le monde en train de participer, de jouer à la trompette, justement. Jouer de la trompette, ouais. C'est vraiment hyper sympa. Ouais. Donc, justement, il y a des hyper grands spécialistes, mais ils ne sont pas du tout snobs, ils sont là pour partager et expérimenter eux-mêmes avec les autres. C'est vraiment... Oui, et j'ai beaucoup appris sur l'effet placebo. Wow. Excellent. On en parlait avec Brice, et tu sais que l'effet placebo, si tu regardes, c'est ce que Dave Hellman appelait le waking hypnosis. En fait, c'est réellement ce que décrivait Hellman à l'époque, à dire, voilà, il y a une hypnose qui se passe sans hypnose. C'est assez amusant parce que c'est compliqué, mais une hypnose qui se passe sans transe. Et je sais qu'il y a des Britanniques, je crois que c'est Kemp, ou Trump, je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait fait un truc, mais c'était un peu business, hypnosis without trance, mais ce n'était pas cette notion-là. Chez Dave Hellman, le waking hypnosis, c'était en gros de dire, il y a un ensemble de formulations et de façons d'emmener la personne dans une croyance tellement forte qu'elle va pouvoir modifier des actions physiques, psychiques et émotionnelles sans même avoir induit une transe. Et en réalité, si tu regardes tout ce que nous a expliqué Alice, c'est l'effet placebo. On est capable de créer par la croyance un ensemble de phénomènes physiques, psychiques, émotionnels qui modifient la physique, la psyché et l'émotionnel. Et ça, c'est ce que en hypnose hellmanienne, on appelle le waking hypnosis, waking, W-A-K-I-N-G, pour ceux qui veut dire, qui est hypnose éveillée. Mais ce n'est pas de l'hypnose conversationnelle. Ce qu'on pourrait se dire, c'est du waking hypnosis. Non. Hellman précisait lui-même qu'il n'y avait en fait que dans ses cours qui parlaient de waking hypnosis, ce n'était pas quelque chose qui était populaire. Mais aujourd'hui, on peut réellement en faire un parallèle avec, c'est exactement ce qui dérivait des effets placebo et ce qu'on connaît aujourd'hui.
Et ce qui est amusant, tu vois, moi, ce que j'avais trouvé amusant, c'était quand elle disait, on prend un médicament qui a donc un vrai effet. Là, on n'est pas sur du placebo. Tu le fais pour que le cerveau assimile la réponse de ce médicament, donc ce que ça fait, les effets. Et après, tu arrêtes de donner le médicament et tu donnes un placebo. Et ben, on s'aperçoit que la mémoire de ce qui doit être fait par le médicament donne les mêmes performances que sans le médicament. Et ça, je trouve que c'est très, très, très intéressant parce que il y a un vrai potentiel d'exploitation de l'effet placebo dans le quotidien. Tu vois, à table, on en parlait avec Jonathan. Tu étais allé voir des conférences avec Jonathan Bell-Legroux qui faisait hypnose et sport. Tu es allé? Non. Non, je n'ai pas vu. Eh ben, tu le verras dans les enregistrements. Oui. Mais on parlait de ça parce que tu sais, dans le sport, il y a énormément de dopage. Donc, les gens prennent de la testostérone, prennent des PSD, prennent plein de choses pour accroître leur performance sportive. Et on était en train de se dire avec Joe, ce qui pourrait être intéressant à tester, c'est créer un protocole, mais vu qu'il y a des personnes qui ont été mises à l'écart des compétitions sportives parce qu'elles ont été dopées. Donc, on sait que factuellement, elles sont dopées. Elles peuvent faire des compètes pour l'instant, mais ça peut être intéressant de peut-être aller les rencontrer et leur dire, tiens, peut-être que là, tu n'as plus envie de tu as envie de reprendre la compète, donc tu veux éviter de te doper. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir, est-ce qu'on peut te faire avoir les mêmes effets sur ton corps, vu que ton corps a mémorisé l'ensemble des produits dopants que tu as, mais cette fois sans les produits dopants, mais juste avec l'effet suggestion, placebo, etc., sur ton corps. Toi, ça pourrait être intéressant comme protocole de test sur des gens. Et en plus, pour des sportifs à haut niveau, ça leur éviterait de se doper ou a posteriori de se doper un tout petit peu parce que malheureusement, tu sais que ça le fait, mais de très vite arrêter pour arriver sur quelque chose qui est du non-dopage. Oui, c'est vraiment passionnant le fait qu'on pourrait utiliser l'effet placebo avec les médicaments pour réduire, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont des maladies chroniques et après longtemps, ils ont tous les effets secondaires nocifs d'un produit, mais avec l'effet placebo, tu n'as pas les effets secondaires et les gens peuvent justement profiter de ce que leur propre corps peut faire avec l'effet placebo. Oui, j'ai trouvé ça fascinant. Les sociétés pharmaceutiques ne seront pas très contents si ça c'est trop développé, mais justement, on a vraiment besoin. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont dépendants sur des produits médicaux, qui prennent pendant beaucoup trop longtemps, pendant des années, et ils croient que justement, on ne peut pas vivre sans, mais on pourrait facilement substituer avec l'effet placebo. Ouais, mais alors tu vois, après, ça reste quand même quelque chose qui demande un ensemble d'éléments et c'est une espèce d'éducation placebo qu'il faudrait faire, tu vois, réussir à éduquer la psyché pour accepter cette notion de se dire avec ou sans. En gros, c'est dire ton cerveau, tu prends les médocs au départ parce que il y a un vrai effet, hein, là, personne ne nie ça. Et une fois que ton corps a enregistré le message, substituer cette notion-là parce que tu as potentiellement, alors après ça marche pas, mais tu as potentiellement la capacité d'avoir les effets sans avoir le médicament. Et ça, c'est quand même assez bluffant. C'est-à-dire ton corps est littéralement conditionné à produire les éléments nécessaires pour la santé avec l'effet placebo parce qu'il a déjà été conditionné par le médicament. Oui, mais il y a même des cas où il y a un qui est très bien connu parce que ça démolait complètement l'idée qu'il fallait y croire. Il y avait tout un groupe de personnes qui ont travaillé sur l'arthrose. Il y avait un groupe qui ont pris un médicament, l'autre groupe qui ont pris le produit placebo. Et les gens qui prenaient le produit placebo, certains ont eu des effets spectaculaires. Ils étaient très contents. Et puis, à la fin, par déontologie, on était obligé de dire, mais désolé, c'est un produit placebo, donc on ne fait plus. Et eux, même en sachant que c'était un effet placebo, ils disaient, mais nous, on a besoin, est-ce qu'on peut quand même continuer à prendre le produit placebo? Parce que justement, ils ont eu cet effet corporel. Donc, et là, c'était une croyance pure, hein, parce qu'ils n'ont jamais eu l'effet de médicaments au départ. Donc, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Mais aussi l'effet nocebo. Ouais,
déontologiquement, on est obligé, quand on a un produit chimique, de faire toute une liste de tous les effets secondaires possibles. Et si vous lisez la liste, oh là là, c'est horrible. Et franchement, je crois que beaucoup de gens, les effets secondaires sont aussi l'effet nocebo. Ah bien oui, bien sûr, bien sûr. Bah, ça a été prouvé. Hein. Mais ce qui est intéressant, tu as vu, elle expliquait la différence entre effet placebo ou effet nocebo et solution et réponse. Parce qu'en fait, la réponse, Oui. c'est pas l'effet. L'effet, c'est qu'un tout petit élément de l'ensemble de la réponse placebo. Je trouve vraiment que ça présente, elle a été vraiment très intéressante. Si on revient et qu'on fait un lien avec la méthode, en gros, là, ce qu'on se contente de vous dire, c'est qu'il y a un potentiel d'aller assez loin avec les points de référence. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On utilise réellement une molécule qui fonctionne. Cette molécule fait son boulot dans le corps. Le corps associe une réponse à cette molécule et potentiellement, tu crées un point de référence. Je prends ce médicament, donc j'ai telle conséquence. Ce qui est intéressant, c'est que donc, et là, on peut réutiliser notre sémantique très Silva, une réalité objective va toucher un corps objectif. Mais au fur et à mesure, on est en train de se rendre compte qu'une réalité subjective peut toucher le corps objectif à un moment donné. Notre point de référence de se dire, bah oui, mais tel élément amène telle conséquence, ce qu'on va appeler une cause à effet, hein, tout simplement, un effet Pavlov, tout ce qu'on veut, peut à terme, sans l'élément de base, apporter, réintroduire la même conséquence en utilisant l'imaginaire qui recrée l'ensemble de la procédure chimique en soi qui va lui-même le faire parce qu'il l'a connu. Et ça, c'est hyper intéressant. Après, ça ne veut pas dire que ça va durer des années, mais si, et Elie l'a très bien dit tout à l'heure, on prend un médoc pendant, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on a en chronique, donc on devrait le prendre tout le temps. Mais là, on le prend que pendant une semaine ou deux. Une semaine ou deux, et pendant 3, 4, 5 semaines, on a un effet placebo. Bah, ça fait déjà quand même un gros paquet de temps où on diminue la consommation des médicaments et donc qu'on abîme moins les reins, le foie, etc. Ça, et on peut aller encore plus loin avec cette idée subjective-objective parce que là, tu prends le vrai produit, tu prends un autre produit qui n'a pas l'élément dedans, mais que tu prends quand même avec la croyance. Et puis, dans le laboratoire, tu as tout, justement, tes produits chimiques et médicaments dans le laboratoire où, en fait, tu imagines que tu les prends. Là, c'est totalement subjectif. Et on peut toujours avoir un effet placebo. Oui, ça, elle expliquait ça avec la pilule magique, le pilulier magique. Oui, il y a vraiment quelque chose de passionnant à faire sur cette notion-là. Quel autre atelier t'as fait, t'as beaucoup aimé? Qu'est-ce que t'as bien accroché là dans tout ce que tu as vu? Oh, alors il y en avait tellement, justement. On a déjà mentionné justement celui de Alice, effet placebo. Tu as parlé justement des traumatismes. J'ai trouvé ça passionnant aussi. Et puis, bien sûr, il y avait Catherine Romanoff qui nous a interviewés tous. Et elle faisait une régression d'âge des antérieurs pour un groupe. Et justement, j'étais très impressionnée par le fait que même avec un petit truc qu'on fait totalement en groupe, elle a réussi à guider des gens dans des expériences, ils ont fait des découvertes, ils ont compris quelque chose d'important. C'est vraiment chouette. Donc, oui, j'aime bien son style. Tu es allé voir Ludo, mais Ludo, tu le connais déjà là, avec tout ce qui est protocole Simpson? Ah, oui, j'ai été allée voir Ludovic aussi, bien sûr, parce que justement, je connaissais déjà, mais je voulais savoir comment il l'utilisait pour la douleur, parce que ça j'ai utilisé moi-même pour quelqu'un qui avait des grosses douleurs, ils sont tous disparus comme ça. Oui. Après, ce qui est toujours difficile. Oui, aussi, j'ai vu une évolution dans sa façon de présenter. Il a beaucoup plus d'énergie, de confiance que depuis la première fois que je l'ai vu. Donc, il y a vraiment quelque chose dans cette convention qui stimule une énergie particulière. C'était vraiment chouette.
Ouais. Alors, en plus, on a eu la petite soirée où tu as dansé. Tu as dansé avec Ralph. Ralph a mis une vidéo avec toi qui danse. C'est bien, c'est très, très sympa. Donc là, l'idée, c'était comme aux US. Alors, en fait, aux US, ils font une espèce de soirée où ils remettent des awards la plupart du temps. D'ailleurs, à la dernière où j'étais avec Lee, c'est là où elle a eu son méga award. Tu as eu la bread. C'était le bread, hein, c'est ça? Le trophée bread ou je sais plus quoi. Non, je ne me rappelle plus même comment c'est. Ouais, je sais plus le nom. Il est là-bas, c'est comme un petit Oscar, si tu veux, c'est la statuette d'or, Oscar, justement, des Et ça, alors, moi, je t'avoue que c'est un truc que j'avais déjà proposé à Brice. Je m'étais dit, ça pourrait être sympa de faire comme ça, une remise de trophées. Le problème, c'est qu'on en avait parlé ensemble à l'époque à la NGH, c'est qu'on ne comprend pas trop les critères. Tu vois, on sait pourquoi tu remets. Enfin, moi, j'aime bien le principe de Ward, je trouve ça sympa, mais tu as un peu plus l'impression que c'est du copinage que quelque chose de réel, quoi. On sait pas. Tu te souviens le jour où tu l'as eu, tu me dis, ouais, bah, de toute façon, ils le donnent qu'aux Américains, aux États-Unis. Nous, au reste du monde, on n'existe pas pour eux. Et là, j'entends, and now, Lee Pasco. Et là, elle me regarde, elle me fait, il m'a appelé. Ah ouais, Lee. Et ça, c'était très, très drôle. Mais j'ai dû manger mes mots. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais par contre, toi, bon, c'était quelque chose que j'aimerais bien, mais il faudrait en fait avoir des critères. Pour l'instant, j'y ai pas réfléchi, mais tu vois, se dire, tiens, sur une année, sur nos invités, voir s'ils ont répondu à différents critères. Mais c'est dur de savoir comment tu peux donner des awards à des personnes, comment tu peux valider la qualité de personne et pas d'autres, quoi. Tu vois, c'est un peu compliqué. Par contre, ce qu'on aimait bien et Lee et la première à adorer ça, c'est que il y a en général dans ces conventions-là une soirée où il y a un spectacle d'hypnose. Moi, je me souviens, il y avait c'était Veil qui faisait, comment il s'appelait? Stevie V, je crois, qui avait fait le show. Et en gros, une soirée d'hypnose et puis un repas qui est plutôt sympa. Et donc, nous, on a tenté la même chose, donc avec un petit dîner de gala. Et après, pendant ce temps-là, il y a de la musique et il y a le groupe de Brice où Brice joue dedans, hein, parce que Brice, en plus d'être chirurgien dentiste, grimpeur, hypno, il fait en plus de la musique. Hein, bon, en plus. Quoi, quand on a des qualités, on peut en avoir plein. Il va dormir la nuit, hein, quand je vois les gens qui font tellement de choses comme ça. Ah, c'est fou, hein. C'est fou, c'est beau, c'est bien. Et après, on a eu un petit spectacle de mentalisme de Michel Kaplan qui pendant une demi-heure, 40 minutes, a fait des tours de mentalisme. Alors, à savoir, alors Lee l'a pas trop vu, mais moi qui étais souvent entre les salles, là où il y avait le café, Brice, Michel, ils n'arrêtaient pas de faire des tours. Donc, en gros, on a eu plein de tours de cartes, de magie, de mentalisme, de plier des pièces, etc., etc. Et c'est assez amusant parce que là encore, on retrouve, même si, comme je te dis, l'idée pour nous d'hypnose moderne, c'est de s'emmener vers des trucs un peu carrés et scientifiques pour, bien sûr, travailler avec des personnes. Mais j'aime bien, moi, cette idée ouverte, et ça, je l'avais vu à NGH, où à la base, la NGH, ça a été fondé par des hypnotistes de scène. Exact. Et ça, je trouve que c'est important de s'en souvenir. C'est pas quelque chose de négatif, l'hypnose de scène, comme l'hypnose de rue. C'est des choses qui sont très positives. Si, en plus, vous les orientez après dans le cadre de l'hypnothérapie, là, il y a vraiment des belles choses à faire. Et j'aime bien voir cette notion-là. Bien sûr, c'est pas ce qu'on fait du mentalisme ou de l'hypnose de rue ou de la prestidigitation. C'est pas ce qu'on fait en cabinet. Mais c'est amusant de te dire que c'est un mélange entre de l'hypnose, avec de la mémorisation, avec de la magie de base comme des Rembrandt, etc., etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment super sympa et ça donne une belle ambiance. T'as bien aimé, toi, la soirée, le spectacle? J'ai adoré la soirée, vraiment. Tout au départ, justement, avec tous les musiciens et Brice et tout ça, et le fait que, justement, Alice, qui était à table, qui est venue quand même avec sa trompette, juste pour jouer un peu avec, et puis après, tout le monde a dansé. L'ambiance était super. Et oui, pour Michel Kaplan,
il est bien, hein, parce que le prochain jour, ah oui, ça c'est une autre atelier que j'ai adoré. Le prochain jour, il révèle tous ses secrets. Hein? Vraiment, il nous a expliqué comment faire ceci pour hypnose de scène, pour mentalisme, et même des choses qu'on pourrait utiliser en cabinet pour que les gens ont des convinces, justement, parce qu'ils vont de réussir quelque chose qui semble être magique. Et justement, il y avait plusieurs choses que moi j'avais déjà utilisées comme convinceur. Il a montré que on peut le faire partiellement comme truc, partiellement comme vrai. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la mystère. Hein, parce que lui, à un moment, il a demandé qu'on pense à un mot et c'était totalement par hasard. Et puis, il a donné la page du livre et la position sur la page. Et là, ça m'a fait « Ah !» Parce qu'en fait, en principe, ça, c'est possible avec hypnolecture, photo reading. Et j'avais déjà parlé dans mon atelier que tu peux faire comme ça et tu peux prendre un mot par hasard et deviner où il se trouve sur la page et puis tu peux vérifier. Et 9 fois sur 10, tu es correct. Mais lui, il a même nommé la page. Alors là, j'étais très tentée de lui demander après, est-ce que c'était un truc ou est-ce que c'était pour de vrai? Parce que Darren Brown, oui. Et je n'ai pas demandé parce que je ne voulais pas savoir. Je voulais rester dans le « Oh, c'est un mystère, c'est merveilleux ». Donc, je ne sais toujours pas. En fait, ce qui est génial dans le mentalisme, j'en parlais avec Brice et avec Michel, et j'ai même un copain, pareil, qui en faisait. Souvent, c'est pas des trucs incroyables. Justement. Et c'est ça qui est fou. C'est que. On ne sait pas. Ouais, c'est des petites choses, mais c'est tellement bien fait dans un storytelling, dans plein de choses que tu as l'impression que c'est incroyable. Alors, ce truc-là, c'est un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'avais vu d'autres copains qui faisaient ça. Mais moi, ce que je trouve génial, et pour ceux qui aiment l'hypnose, ça nous ramène un petit peu à l'hypnose conversationnelle. On est en train de créer un monde autour d'un tour. Mais le tour, parfois, en lui-même, n'est pas foufou. Mais tout ce que tu crées autour, tu as vu quand il est allé, bon, vous allez ouvrir les cadenas, et puis il crée un truc, il crée une histoire. Et en fait, ce qui est génial, c'est de voir à quel point nous, en tant que spectateurs, si on aime ça, bien sûr, on se laisse embarquer dans une histoire avec une chute qui est souvent un peu folle. Nous, il nous a, par exemple, Brice, à un moment, il nous a mis dans un truc de thé, là, dans un sachet de thé, une réponse à quelque chose. Tu vois, j'avais trouvé ça génial. Le sachet était ouvert. Et il arrive, il dit, ouais, tu verras, je t'ai parlé au début de ça, et tu le trouveras certainement dans ce sachet-là. La personne ouvre le sachet, et là, on se rend compte qu'il y a un mot dedans. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. Mais c'est l'histoire, en fait. C'est comment il nous amène à être dans un état où c'est un peu fou, et c'est génial. Et comme tu dis, moi, j'avais appris des tours parce que je voulais un peu comprendre le process. Mais comme je leur dis, moi, j'oublie très vite les tours parce que je préfère vivre ce qui se passe plutôt que de comprendre ce qui se passe. Tu vois, l'intérêt de se dire à un moment donné, je suis embarqué et j'accepte de me laisser embarquer et je trouve ça génial. Je trouve que ça m'apporte beaucoup plus de plaisir que me dire, OK, je sais ce qu'il a fait. Oui, OK, et alors? Tu perds plein de rêves, d'amusement en tout cas. Et en fait, dans les tests de personnalité des gens qui sont soi-disant hypnotisables, il y a cet élément de aimer être émerveillé. Ouais. Et c'est surtout ça. Nous, on aime être embarqué dans l'histoire, être émerveillé et exactement. Surtout pas savoir s'il y a une explication logique. Oui, exactement. Non. Puis c'est un vrai métier. Un mentaliste, ils observent plein de choses, ils préparent les choses. C'est vraiment génial comme. Oui, et souvent avec le vrai cold reading. Souvent, exactement. Ça après, ils ont de vous, bien sûr. Des petites choses que nous on voit pas, mais c'est fascinant. Absolument fascinant. Yes. Yes. On refera donc l'année prochaine, on le fera sur 2 jours, pas sur 3. C'est un autre format qu'on teste. Ce coup-ci, on a un peu teasé à la convention, mais on va avoir une dame qui vient des US et un monsieur qui vient de Russie. Et ça risque d'être très très sympa. On va un peu, on va axer surtout sur l'expérience. Donc là, c'était construire des ponts. Et là, ça va être développer l'expérience ou les retours de l'expérience. Ce qu'on veut, c'est vraiment mettre en avant des personnes qui ont un gros bagage au niveau de la pratique pour un peu pour orienter vers ça, l'importance de l'expérience dans
le travail qu'on fait. Alors après, bien sûr, ce sera toujours des ateliers. Ce sera atelier et ou conférence, parce qu'on s'est aperçu que certaines personnes ne faisaient pas forcément un atelier, c'est-à-dire ne mettaient pas toujours en pratique, parce que par nature, ils sont bons à exprimer les choses et vaut mieux qu'un participant sache d'avance si ça va être un atelier où on va faire de la pratique ou juste un speech où on va expliquer des choses. Donc, on fera cette petite différence l'année prochaine parce qu'on a eu des demandes de personnes qui veulent plus de théorie parfois et d'autres qui veulent plus de pratique. Donc, il faut que tout le monde puisse trouver ce qui leur convient. Là, on teste 2 jours parce qu'au bout de 3 jours, on voit que les gens sont vraiment… Le 3e jour est dur, en fait, pour beaucoup de personnes. Et ils aiment bien, mais on sent qu'ils sont saturés, en fait. Ouais. Donc, on va voir sur 2 jours ce que ça propose, ce que ça offre. Ça sera toujours à Nice. On a déjà les dates. On s'y prend super à l'avance. On l'a 1 an à l'avance. Donc, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Comme ça, je vous mets déjà sur les listings et on vous enverra directement. Ça sera le 26-27 avril 2025. Voilà. Et qu'on se rappelle, c'est le week-end après Pâques. Exactement, week-end après Pâques. Voilà, donc on s'arrête sur cette première partie et en souhaitant que ça vous a plu ce qu'on a partagé. Nous, ça nous a vraiment bien amusé. Moi, je suis content que les participants, comme les intervenants, soient amusés parce que c'est aussi un de mes objectifs en tant qu'organisateur. Et merci Lee pour tes retours. Et nous, on se revoit dans quelques instants. Pour vous, vous verrez sur la prochaine vidéo. Comme d'habitude, tout ce que l'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. B1, à très vite.